leur laisser quelques minutes. Support, je pense. Replay, je sais pas. Bonjour. Bonjour. Ah si, cette réunion est enregistrée, tu penses qu'il y a un replay. Oui, oui, je vous confirme qu'il y aura bien un replay de cette réunion. Non, j'entends pas. Quoi? Bonjour. Ah, Bonjour. 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 Bonjour à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a encore d'autres personnes qui arrivent dans la réunion, donc on va attendre encore quelques instants pour éviter de leur faire rater le début. Non, non, laisse tomber. Allez. Bonjour. Bonjour à tout le monde, il est maintenant 8h35, donc nous allons commencer ce webinaire. Dans un premier temps, je vous remercie à tous d'être venus pour assister à ce webinaire qui intéressera tout particulièrement les Parisiens propriétaires puisqu'il concerne l'optimisation de la fiscalité de la location meublée et de la location saisonnière et en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui, pour rappel, euh, représenteront une manne de plus de 1,6 million de visiteurs attendus dans la ville de Paris. Aujourd'hui, nous allons voir comment maximiser la rentabilité de la location en optimisant la fiscalité de votre bien pour cet événement unique. Avant de plonger dans le vif du sujet, deux petites règles pour ce webinaire. Donc, la première, c'est que nous allons muter vos micros pour pouvoir simplifier l'écoute de chacun. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Coralie, moi et moi-même, nous occuperons de répondre à toutes les questions et reporterons à la fin les questions les plus intéressantes pour une partie de questions-réponses à la fin de cette présentation. À la fin de cette présentation, nous enverrons aussi un lien feedback form. Donc, c'est un questionnaire qui nous permet à nous de nous améliorer de webinaire en webinaire et aussi à vous de pouvoir demander l'envoi des slides et de la présentation qui est enregistrée aujourd'hui. Le déroulé de ce webinaire se répartit en deux parties. La première d'1 heure qui sera la présentation et enfin 30 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, ce webinaire sera animé par Georges V Immobilier. Donc, Georges V Immobilier est une agence immobilière
complète qui répond à l'ensemble des besoins immobiliers de ses clients, que ce soit de la vente, de la location ou la gestion de biens immobiliers. Ils offrent un accompagnement complet sur tous les projets depuis plus de 20 ans. Culture Patrimoine est un cabinet de conseils patrimoniaux indépendant depuis plus de 20 ans aussi. Nous nous positionnons comme le Sherpa patrimonial pour vous accompagner en tant qu'interlocuteur de référence et vous guider avec ténacité, expérience et fiabilité dans toutes vos problématiques patrimoniales. Pour répondre à 4 questions sur Culture Patrimoine, donc qui nous sommes, c'est un cabinet de gestion de patrimoine. Notre métier est de proposer des services patrimoniaux de conseil avec une phase de mise en œuvre et d'accompagnement dans la durée. Notre objectif, c'est de devenir votre interlocuteur de référence sur l'ensemble des sujets patrimoniaux. À qui est-ce qu'on s'adresse? Pas uniquement aux personnes aisées, mais à toutes les personnes qui pourraient avoir des problématiques patrimoniales. Et enfin, comment? Avec notre triptyque, la technicité, l'expérience et la fiabilité. Pour animer ce webinaire, nous avons la chance d'avoir un duo de choc avec Camille Giroudon, qui est manager chez Culture Patrimoine depuis plus de 7 ans. Elle est reconnue pour son expertise sur les régimes de la location et l'accompagnement du chef d'entreprise. Nous serons aussi accompagnés de Laurent Soubiran, qui est directrice chez Georges V Immobilier et qui a une expertise du secteur immobilier, en particulier sur la région parisienne, qui en fait un expert de confiance pour vous guider sur tous les sujets immobiliers. Cette présentation sera divisée en 3 parties. Une partie d'introduction sur le marché immobilier, la location nue et la location meublée. Ensuite, une première partie sur le régime de la location meublée et une deuxième partie sur le régime de la location meublée touristique ou saisonnière. Sans plus tarder, je laisse la parole à nos expertes Camille et Lorraine pour vous plonger dans le vif du sujet. Merci Lucas. Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une petite introduction sur le marché immobilier sur l'année 2023 et les prévisions 2024. On va voir la rétrospective de 2023, la conclusion de cette même année, la loi climat et résilience qui a débuté au 1er janvier 2023, l'augmentation des taux sur cette même année, l'évolution des prix toujours en 2023, l'explication de la disparité de cette baisse de prix, l'évolution, la prévision du coup pour 2024. Donc, pour la rétrospective 2023, on va évoquer plusieurs points: les normes énergétiques, l'accès aux prêts qui est plus difficile, l'attentisme, l'inflation et les conflits géopolitiques. Donc, premier point, on a dit qu'on avait parlé des normes énergétiques. Donc, au 1er janvier 2023, c'est le début de l'échéancier des passoires thermiques. On voit également une augmentation du coût de la construction qui a un impact également parce que dès qu'on veut désormais venir isoler les murs d'un appartement qui est une passoire thermique, ça coûte beaucoup plus cher à partir de 2023 que l'année précédente. L'accès aux prêts est plus difficile en 2023. Effectivement, les banques ont été plus frileuses. On voit une augmentation des taux entre janvier et novembre de 2%. Et on remarque également l'attentisme, donc l'attentisme des acquéreurs notamment. On a annoncé une régulation du marché via soit les baisses de taux et ou les baisses de prix. Donc, les acquéreurs attendent pour acheter. On remarque également l'inflation en 2023. En effet, on sait que le prix du gaz et de l'électricité a augmenté. Pour certains ménages, on sait que cette augmentation a un impact sur leurs futures acquisitions parce qu'acheter un appartement avec une pièce en plus revient à chauffer en plus, donc des coûts supplémentaires. Certains ménages ne peuvent pas se le permettre. On a également remarqué des conflits géopolitiques, une augmentation du coût des matières premières et de l'énergie qui entraîne une hausse de l'inflation et un climat d'insécurité qui provoque l'hésitation des investisseurs. Donc, conclusion pour l'année 2023, la tendance du marché est retournée. Avant, c'était les vendeurs qui étaient rois et désormais, ce sont les acquéreurs. On remarque également que le marché en 2023 était gelé, avec des prix qui stagnaient ou qui baissaient en fonction des quartiers, on va les voir après, et un nombre de ventes qui était en baisse considérable. Donc, un petit zoom sur la loi climat et résilience. Donc, on parlait des normes énergétiques, donc on est sur la loi climat et résilience. À partir du 1er janvier 2023, il y a eu une interdiction de louer les appartements qu'on appelle G+, c'est-à-dire G à plus de 450 kWh. À partir de 2025, ce sera tous les appartements classés G. À partir de 2028, tous les appartements classés E et tous les appartements F, et tous les appartements classés E à partir de 2034.
Petit zoom également sur l'augmentation des taux en 2023. Donc, on sait qu'en fin 2022, les taux étaient de 2,34% et en 2023, en novembre exactement, 4,2%. On a vu que donc, les taux ont beaucoup augmenté rapidement. L'évolution des prix du marché à Paris. Donc, le prix du marché a baissé sur quasi la totalité de Paris. On voit une baisse de 7 à 8% sur le 10e, 13e et 18e. On voit une baisse de 6,8% sur le second, 12e, 14e, 19e et 20e. On voit une baisse de 4,7% à 5,4% sur le 3e, 4e, 5e, 9e, 11e, 15e et 17e. Les quartiers qui sont le moins impactés avec une légère baisse de 1,8%, c'est le 6e, 7e, 8e et 16e. Et le premier arrondissement qui, lui, voit une augmentation de 1%. Donc là, si vous vous demandez, après avoir vu ça, quel est le prix de votre appartement en 2024, vous pouvez nous consulter pour qu'on puisse vous aiguiller sur ce sujet-là. Donc, on a vu que la baisse des prix était très différente d'un quartier à l'autre, qu'il y avait pas mal d'écarts. Donc, l'explication de la disparité de cette baisse, je vous l'ai expliqué. Les quartiers constitués des ménages les moins aisés sont le plus impactés par la baisse des prix. En effet, les ménages moins aisés, n'ayant pas d'autres ressources, vendent moins cher par besoin de liquidité, alors que les ménages les plus aisés préfèrent et peuvent attendre de vendre plutôt que de baisser leur prix. Prévision pour l'année 2024 en termes d'immobilier. Alors, on voit une baisse et une stabilisation des taux et l'assouplissement de l'obtention des prêts qui est déjà mis en place et qui est prévu pour le restant de l'année. On sait effectivement que les Jeux Olympiques vont avoir un impact sur le marché immobilier cette année. On sait bien évidemment qu'il y aura beaucoup plus de locations saisonnières avec ce phénomène de Jeux Olympiques cet été. Mais on remarque également que les personnes qui ont un projet de vente en 2024 repoussent leur projet jusqu'à septembre pour pouvoir louer leur appartement sur Airbnb pendant les Jeux Olympiques. Merci Lorraine. Tout au long de ce webinaire, on va avoir Monsieur Patrimoine qui va vous permettre d'illustrer en fait tous les exemples qu'on va parcourir au sein du webinaire. Donc déjà, avant même de rentrer dans le vif du sujet, on fait un petit rappel en introduction. Donc, qu'est-ce que c'est la location nue? Donc, c'est lorsque vous louez un bien qui est non meublé ou communément appelé vide. Et donc, je me permets d'insister sur le fait que ce soit une activité qui est considérée comme civile. Ces revenus sont à déclarer en tant que revenus fonciers. Et donc, comme dans tout régime fiscal immobilier, vous avez deux types de régimes. Vous avez le régime micro et le régime réel. Donc, pour faire simple, lorsque vous êtes dans le régime réel, vous avez bien votre ligne de loyer, plus communément recette. Vous avez les charges que vous allez déduire, également les intérêts d'emprunt. Et la soustraction de cela va vous donner une assiette taxable. Donc, vous allez avoir une assiette qu'on va appeler, vous voyez, c'est la ligne en bleu, revenu foncier taxable, qui va être taxé à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux, et je dirais dans le pire ou le meilleur des cas, ça dépend de quel angle de vue on se positionne, à la CEHR, donc contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et donc, vous voyez qu'on peut avoir une imposition au revenu foncier qui peut s'élever jusqu'à 66,2%. Ça veut dire que si vous avez 100 en poche sur votre compte courant, la fiscalité, vous allez donner 66,2% aux impôts. Oui, je sais, c'est un petit peu élevé. Ensuite, vous avez la location meublée. Donc ici, qu'est-ce que c'est la location meublée? C'est un bien qui est loué meublé, donc avec des meubles. Vous trouvez la liste des meubles dans le décret du 31 juillet 2015. Donc, ça vous fait une liste assez précise de ce que vous devez mettre dedans. Donc, ça va des chaises, tables, couettes. Et donc là, je me permets encore d'insister parce que c'est important pour la suite, notamment dans le système des Jeux Olympiques et de la location meublée, que la location meublée est considérée comme une activité commerciale. D'ailleurs, ça se retrouve bien dans la fiscalité. Les revenus sont déclarés en tant que bénéfices industriels et commerciaux, donc BIC. Et donc là, ici, pareil, vous avez le régime micro et le régime réel. Donc là, on va voir que la loi est venue modifier le régime micro, mais on va le voir un petit peu après.
Donc ici, c'est pareil que pour les revenus fonciers. Donc, vous voyez, j'ai toujours mes loyers, je vais toujours déduire mes charges, je vais toujours déduire mes intérêts d'emprunt. Et par contre, ici, on va avoir ce qu'on appelle l'amortissement, qui est une charge fictive, qui est une charge comptable. Et ça va vous permettre d'amortir le bien. Donc, quand je dis amortir le bien, vous avez 3 types d'amortissement. Vous avez l'amortissement du foncier que vous pouvez réaliser. Attention, hein, le foncier, vous ne pouvez pas amortir 100% du foncier parce qu'il y a quand même une partie terrain et notamment ça qui a été regardé par l'administration fiscale. Vous pouvez amortir les travaux et ensuite vous pouvez amortir les meubles. Donc, en fait, ça va venir gonfler, si je puis dire, votre assiette de charge. Et donc, de facto, votre assiette imposable, vous voyez toujours ma ligne bleue, va finalement être à 0 les premières années. Évidemment, le taux de taxation, donc là, je ne parle plus de l'assiette, mais je parle bien du taux de taxation, est toujours à 66,2. Et donc, 0 fois 66,2, c'est 0. Donc, en fait, vous voyez déjà ici le delta entre les deux régimes. Les actions à mener de la part du propriétaire. On a souvent la question de nos clients qui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de la location nue à la location meublée. Donc, attention, il faut que vous fassiez quand même accompagner, notamment d'ailleurs par Georges V Immobilier qui peut refaire les diagnostics, vous faire l'inventaire des meubles, donner la lettre de congé du bail existant, donc c'est-à-dire du bail nu, vous préparer le bail meublé et également vous mettre en relation avec un expert comptable. Puisque, comme je vous l'ai dit juste avant, vous devez pratiquer un amortissement et donc il y a l'établissement d'un bilan comptable à faire. Donc, nous avons des partenaires de confiance à vous recommander. Point de vigilance, parce qu'il y a eu pas mal de contrôles fiscaux là-dessus, c'est les déficits fonciers antérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous voulez passer de la location nue à la location meublée, il faut faire attention aux déficits. Parce que si vous avez des déficits fonciers antérieurs, vous devez garder le logement en location nue jusqu'au 31 décembre de l'année N+3. D'accord? Donc, petit exemple, Monsieur Patrimoine rentre en scène. Monsieur Patrimoine fait des travaux en juin 2023. Lorsqu'il déclare ses revenus 2023, donc en avril 2024, c'est-à-dire que là, cette année-là, il va obtenir un déficit foncier qu'il va imputer sur ses autres revenus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va devoir conserver son bien en location nue jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, vous voyez, en N+3. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le déficit va être mis en cause. Vous allez recevoir une petite Marianne qui va vous dire « Ah, vous n'aviez pas le droit de déduire les déficits » et vous allez vous prendre un rattrapage fiscal avec les pénalités et majorations qui peuvent faire un petit peu mal. Merci Camille pour ces explications. Moi, je vais vous expliquer les différents types de baux. Donc là, on sort un petit peu du contexte du Airbnb, des Jeux Olympiques, pour plutôt parler des baux traditionnels. Donc en location, on va retrouver la résidence principale, donc soumise à la loi du 6 juillet 89, qui est un bail de 1 an. On retrouve le bail mobilité, toujours en résidence principale, mais de 1 à 10 mois. Le bail étudiant, résidence principale, toujours soumis à la loi du 6 juillet 89, un bail de 9 mois. Et la résidence secondaire ou le logement de fonction, qui là, pour le coup, n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 89, parce que ce n'est pas une résidence principale, donc qui est un bail code civil. Merci. Il y a un petit problème de son, je crois. Donc, vous aurez la présentation. Hop, je me permets juste de revenir en arrière. Donc, partie 1, le régime de la location meublée. Donc, fiscalité et fonctionnement de la location meublée, ainsi que de l'imposition sur la plus-value. Comment est-ce que ça se passe sur la location meublée? Donc, vous avez le régime micro, donc les revenus à déclarer qui sont dans la catégorie des BIC. Donc, ici, on n'a plus l'abattement à 50%, hein, comme on l'avait avant. On a un abattement maintenant de 30%. Donc, c'est le BOFIP là, qui a été modifié le 14 février 2024 avec le projet de loi de finances de 2024. Et ici, tout pareil, on retrouve bien nos 66,2 qui sont composés de notre TMI, de notre 17.2 et notre CEHR. Ensuite, vous avez le régime réel. Donc, toujours pareil, on reste dans la location meublée. Qu'est-ce que c'est mon régime réel? Je me répète, vous avez toujours le loyer, moins la déduction des charges, moins les intérêts d'emprunt, moins l'amortissement. Donc, ça va constituer une assiette taxable qui va être imposée
au taux d'imposition de 45, plus les prélèvements sociaux de 17,2 et peut-être demain du CHR de 4%. Pour la location meublée, donc on va avoir un cas chiffré qui va vous permettre de bien illustrer ça. On a pris un cas simple. Donc, Monsieur Patrimoine est propriétaire d'un bien depuis plusieurs années qui loue en location meublée. Donc, en valeur d'achat, on va se dire que c'est 120 000 euros. En valeur actuelle, 160 000 euros. On a un loyer hors charge de 7 800 euros. Et nous avons taxes foncières, frais de gestion annuels et frais de comptabilité, parce qu'évidemment, vous avez un comptable que vous devez avoir. Et donc, finalement, aujourd'hui, en se disant la location meublée, qu'est-ce que c'est le plus important? Est-ce que c'est mon régime micro, mon réel ou ma location meublée? Donc voilà, donc là, c'est un petit peu la reprise du b.a.-ba, mais on se dit quoi? On dit dans ma première colonne, je suis au micro, dans ma deuxième colonne, je suis au réel, et dans ma troisième colonne, je dirais de manière générale qu'on va exclure de facto, je suis en location nue. Donc vous voyez, en fait, on passe de 1 844 euros en montant net en poche à 4 640 euros en LMNP au réel. LMNP, c'est meublé, hein. Et donc ça va venir considérablement augmenter votre rentabilité du bien. Petit zoom sur les plus-values, j'ai souvent la question en rendez-vous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous réalisez un bilan où il y a un amortissement, souvent les clients pensent que vous allez être assujetti, que vous allez que vous allez être taxé sur les amortissements. Un petit peu finalement comme si vous déteniez votre bien à l'impôt sur les sociétés ou que vous aviez une taxation à l'impôt sur les sociétés. Ici, non, vous ne relevez pas de la plus-value des professionnels, vous relevez bien de la plus-value des particuliers. Donc, on retrouve bien mon exonération au bout de 22 ans sur l'impôt sur le revenu et mon exonération sur la partie prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Donc, qu'est-ce que c'est ma formule de calcul? C'est bien ma valeur de vente. Donc, la valeur de vente qui peut être estimée par Lorraine Soubiran de Georges V Immobilier, moins la valeur d'achat, multipliée par justement, en fonction de la durée de détention du bien, différents abattements. Donc, voyez, on vous a mis un petit tableau récapitulatif, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Partie numéro 2, le régime de la location meublée touristique. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. De quoi parlons-nous? Quel type de location? Quelle fiscalité? De quoi parlons-nous? Le meublé de tourisme, qu'est-ce que c'est? C'est villa, appartement ou studio meublé à usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n'y loue pas son domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Donc ça, c'est bien le code du tourisme qui est venu préciser ça. Je vous demande de retenir une chose dans ce slide, c'est que vous avez des meublés de tourisme qui sont classés et d'autres qui ne le sont pas. Je me permets d'insister puisque vous avez, on va le voir après, mais vous avez des seuils de chiffre d'affaires qui sont différents en fonction de votre bien, s'il est classé ou non. Qu'est-ce que c'est un tourisme classé? En fait, c'est vous, en tant que propriétaire, vous allez vouloir classer votre bien, vous allez faire appel à un organisme indépendant. Donc, vous avez une petite liste sur Internet qu'on pourra vous remettre à la fin du webinaire. Et en fait, en fonction de certains critères, par exemple d'équipement, de durabilité, de service à la personne, vous allez avoir un classement en fonction de 1 à 5 étoiles. Et donc, ce 1 à 5 étoiles, en fait, va déterminer si vous êtes classé ou pas. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un agrément. Quelle location? Vous aviez 3 types de location, résidence principale, résidence secondaire et logement ayant fait d'un classement touristique. Et donc là, Lorraine, je te relaisse la main. Je te remercie, Camille. Donc, effectivement, merci, Camille, d'avoir mis en place le contexte de ce dont on va parler. Donc, on va voir sous forme de questions si, oui ou non, vous êtes éligible, en fait, pour mettre un logement sur Airbnb. Parce que les règles sont assez définies. Donc, puis-je mettre en location ma résidence principale sur Airbnb? Donc, propriétaire, oui, vous pouvez mettre votre résidence principale sur Airbnb, notamment durant les Jeux Olympiques. Il faudra juste vérifier que le règlement de copropriété ne vous empêche pas d'effectuer de la résidence secondaire si vous êtes dans le cadre
d'un immeuble, une copropriété. Il faudra également demander en mairie un numéro d'enregistrement et il faudra faire figurer ce numéro sur vos annonces, que ce soit sur Airbnb ou autre. Ces deux conditions sont nécessaires aussi bien en location meublée, régime BIC, qu'en location nue, régime foncier. Oui, et vous n'oubliez pas le petit délai de 120 jours qu'on va préciser par la suite. Exactement. Donc, même question, puis-je également louer ma résidence principale en étant locataire? Donc là, il y a un petit peu de réponse. Locataire, non, par principe, la sous-location est interdite. Mais oui, si le propriétaire vous donne l'autorisation. Donc, si le propriétaire vous donne l'autorisation, il faut quand même faire attention à la partie des revenus locatifs. En effet, en ce qui concerne les revenus locatifs de la sous-location, ils doivent être en principe versés au propriétaire. Donc, le propriétaire, lui, en fait, a le droit de récupérer l'intégralité des revenus générés par la sous-location sur Airbnb. Donc, sinon, il faut prévoir un accord à l'amiable du partage souhaité entre le propriétaire et le locataire. On retrouve également donc, les deux points énoncés précédemment qui sont qu'il ne faut pas que ce soit interdit au règlement de copropriété et avoir un numéro d'enregistrement donné par la mairie. Autre question, puis-je mettre en location sur Airbnb ma résidence secondaire? Là également, on a deux formes de réponse. On a non, si vous n'avez pas la commercialité, et oui, si vous avez la commercialité et que vous demandez une autorisation de changement d'usage pour devenir un logement en meublé touriste. La mairie peut imposer une règle dite de compensation. Donc attention à cette règle. Cette règle impose d'acheter un local commercial de la même surface pour transformer en local d'habitation. Ça, c'est le choix qu'a fait Paris. Camille va vous expliquer plus en détail cet élément de règle dite de compensation. Exactement. Donc, comme vous l'avez bien compris, il y a cette règle de compensation qu'on trouve un petit peu partout, que ce soit à Paris, Biarritz ou dans d'autres villes où finalement le gouvernement a mis en place ça parce qu'en fait, il y avait les locations étaient trop tendues. Et donc, en fait, ils veulent qu'on mette à disposition, en fait, justement, un local de même nature si demain vous transformez un local d'habitation en commercial. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais de commercialité avec ma location meublée. Comme la location meublée est considérée comme une activité commerciale, en fait, si vous voulez transformer votre résidence secondaire ou un logement vacant en quelque chose, en meublé, pardon, vous allez devoir appliquer cette règle de compensation. On vous a mis on a fait un petit zoom avec Lorraine, on trouvait ça très intéressant. C'est qu'en plus de ça, la mairie de Paris est venue renforcer cette compensation. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des zones en blanche et des zones en rose. Les zones en rose, en fait, c'est l'exigence qui est doublée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une habitation, prenons un cas très simple, de 25 mètres carrés que vous voulez louer en meublé, eh bien, en fait, vous allez devoir mettre à disposition un bien d'une surface habitable de 50 mètres carrés en habitation. Parce que si vous transformez le 25 mètres carrés en meublé, c'est-à-dire en activité commerciale, vous allez devoir faire x2, donc 50 mètres carrés en habitation. Donc, je sais, c'est contraignant, mais du coup, c'est le but un peu de justement de cette compensation. Paris n'est pas un cas à part. Il y a vraiment énormément de villes qui sont concernées par ça. Et donc, je me permets aussi d'insister, c'est que vous devez faire vraiment le formalisme en bonne et due forme. Donc, Lorraine ou moi, on est ici pour vous accompagner là-dessus. Et en fait, si vous ne respectez pas ce formalisme-là, l'amende peut être assez lourde, c'est 50 000 € par logement. Et vous pouvez aussi avoir en plus une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré jusqu'à régularisation. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous dire qu'il y a eu des contrôles là-dessus. Moi, dans nos clients, on n'a pas vu de personnes qui avaient des amendes et qui ont été retoquées là-dessus. Les seuls cas qu'on a vus, c'est qu'il y avait eu des couacs administratifs au sein de certaines mairies et qu'en fait, on n'avait pas demandé le changement d'usage. Mais bon, en tout cas, dans tous les cas, on vous conseille vivement de remplir tout le formalisme qui va bien. Et en plus de ça, si vous passez par une agence comme Lorraine Soubiran ou par une plateforme Internet comme Booking, Airbnb ou Holidays, en fait, le bailleur, donc vous allez devoir faire une déclaration sur l'honneur. Et après, vous engagez quand même à quelques petites poursuites. Donc, ce n'est pas très sympathique. Merci Camille. Je vais faire une petite parenthèse sur le point des assurances. Donc, faut-il souscrire à une assurance spécifique pour la location sur Airbnb? Donc, en tant que propriétaire, par principe, vous avez déjà une assurance.
Vous pouvez également imposer au locataire de prendre une assurance complémentaire, mais il faut l'avoir prévu dans le contrat de location. Et sinon, les sites Internet comme Airbnb et autres vous permettent de prendre des garanties spécifiques qui sont prévues pour ce type de location. N'oubliez pas que les frais d'assurance sont déductibles de vos revenus imposables. Donc ça, c'est le genre d'éléments sur lesquels vous accompagne Camille, Culture Patrimoine, pour ne pas oublier de les déduire. Donc, on va faire un petit point sur du coup, si vous rentrez ou non et dans quel type de case vous rentrez pour pouvoir louer un logement sur Airbnb. Je vais vous expliquer d'abord le tableau de droite et je laisserai Camille expliquer le schéma de gauche. Donc, on a vu que si vous aviez une résidence principale, propriétaire ou locataire en fonction des conditions, vous pouviez louer votre appartement sur Airbnb, notamment pendant les Jeux Olympiques, sur 120 jours par an. Également, vous avez la possibilité dans votre résidence principale de louer à la chambre. Donc, si vous avez une ou plusieurs chambres disponibles, vous pouvez les louer de façon illimitée. Les résidences secondaires ayant la commercialité, on a vu qu'une fois que c'était devenu un logement meublé de tourisme, on a le droit de le louer de façon illimitée. C'est sa vocation. La résidence secondaire n'ayant pas la commercialité, donc attention, vous n'avez en aucun cas le droit de louer un appartement qui est une résidence secondaire qui n'est pas à vocation d'un logement meublé de tourisme. Donc, la dernière option qui peut s'offrir à vous, si vous avez un investissement locatif où vous avez déjà un locataire en place et que c'est sa résidence principale, ou alors vous avez un logement pour l'instant vacant que vous souhaitiez mettre à la location, notamment pour les Jeux Olympiques, l'astuce, du coup, c'est de mettre cet appartement en location à une personne qui constituera donc sa résidence principale. Et alors, cette personne pourra effectuer de la sous-location sur Airbnb sur une durée de 120 jours par an, puisque c'est sa résidence principale. Et on l'a vu tout à l'heure, lorsque vous êtes propriétaire, tous les revenus issus de la sous-location, par principe, vous reviennent. Alors, pour inciter le locataire à mettre l'appartement sur Airbnb, dans ce cas-là, vous pouvez faire un partage et faire du 50-50, 70-30, ce qui vous convient. Mais votre locataire peut même être enclin à accepter sans partage, puisque ça lui couvre déjà au moins son loyer mensuel sur les vacances au moment où il ne sera pas présent. Je te laisse, Camille, préciser la partie de gauche. Oui, super, merci. Donc, vous voyez le petit tableau de gauche, on trouvait qu'il était hyper intéressant parce que ça vous fait une espèce de fléchage, c'est-à-dire est-ce que je suis propriétaire, est-ce que je suis locataire? Donc, première question. Où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous habitez dans une ville de moins de 200 000 habitants ou plus de 200 000 habitants ou dans une zone tendue? Donc, zone tendue, vous retrouvez la liste aussi, pareil sur Internet. On pourra la remettre dans le chat à la suite. Et donc, en fait, nous, là, Paris, ou je dirais de manière générale, les grandes villes, il faut se poser la question de quelle est la nature de mon bien? Est-ce que c'est ma résidence principale ou est-ce que c'est une résidence secondaire? Donc là, il manque même un troisième petit tiret. Est-ce que c'est pas un investissement locatif? Donc, résidence principale, comme on vous l'a dit précédemment, vous pouvez louer jusqu'à 120 jours. Attention, il faut bien le numéro d'enregistrement auprès de la mairie. Donc ça, vous avez la mairie qui a mis en place en plus un téléservice là depuis 2017. Donc c'est assez simple à réaliser. Et donc, vous ne pouvez pas dépasser les 120 jours par an. Qu'est-ce qui se passe si demain je dépasse les 120 jours? Vous risquez en fait de devoir restituer en fait le montant des loyers que vous avez perçus. Si vous avez une résidence secondaire, qu'est-ce qui se passe en fait? Pareil, est-ce qu'elle est commerciale ou est-ce qu'elle est habitation? Comme on vous l'a dit précédemment, si c'est habitation, vous ne pouvez pas louer sur Airbnb. Donc après, là, je ne rentre pas dans le cas où vous avez une société SCI ou une SARL de famille entre, mais c'est un petit peu différent. Mais là, déjà, l'objectif du webinaire, c'était déjà de se redire les bases et les optimisations possibles avec le nouveau projet de loi. Et si vous avez une résidence secondaire qui a la commercialité, comme l'a dit Lorraine tout à l'heure, vous pouvez louer sur Airbnb de manière illimitée. Donc, ayez ce petit schéma en tête parce que je trouve qu'il est assez bien fait et il récapitule très bien en fait ce que vous pouvez ou non faire.
Et Camille, je voulais faire une petite aparté Oui. on a parlé beaucoup des propriétaires et je voulais faire une petite aparté sur les locataires. Faites attention si vous êtes locataire et que vous comptiez louer sur Airbnb pendant les Jeux Olympiques sans prévenir votre propriétaire, parce qu'il peut demander la résiliation du bail, vous demander l'intégralité des loyers perçus issus de la sous-location et vous demander des dommages et intérêts. Donc faites attention, il vaut mieux faire un accord avec votre propriétaire quitte à diviser les loyers que de prendre ce risque-là. Et les agences immobilières vérifient en général pour leurs clients, nous on le fait depuis des mois et pour encore des mois, si voilà, les appartements qu'on a en gestion, les locataires ne mettent pas leurs annonces sur Airbnb et les autres sites de diffusion de courte durée. Merci, Merci. Laurel. Donc là, on va faire un petit point là, sur la fiscalité. Il y a eu pas mal de changements là, avec la loi de finances 2024, là, qui est notamment venue modifier les conditions pour les loueurs meublés de tourisme au régime microbique. Donc en fait, vous allez avoir les plafonds et les taux fiscaux qui ont été baissés. Donc finalement, quelle est ma fiscalité? En fait, toujours pareil, les revenus à déclarer sont dans la catégorie des BIC location meublée. En fait, on est toujours dans notre même cas que je l'ai dit en introduction. Vous avez toujours notre régime micro et toujours notre régime réel. Petit aparté, j'ai mis un petit warning, c'est que le propriétaire, attention, vous devez facturer de la TVA si vous avez au moins trois prestations par-hôtelières qui sont fournies, comme le petit déjeuner, le nettoyage régulier du logement ou la fourniture de linge de maison. Donc ça peut être facilement le cas, en fait. On le voit chez certains clients. Donc, juste, soyez vigilants là-dessus. Ça demande un petit formalisme. Donc là, on va s'attarder un peu sur ce tableau qui est, je dirais, intéressant pour bien comprendre comment ça se passe. Le meublé de tourisme ou la location saisonnière, déjà, je veux juste rappeler que location saisonnière, en fait, c'est un abus de langage pour parler du meublé de tourisme, hein. Donc, parfois, on peut un peu s'en mêler les pinceaux, mais c'est la même chose. Avec la loi de finances du coup de 2024, comme je vous l'ai dit, le 14 février 2024, là, le BOFIP a été modifié. Donc, joyeux Saint-Valentin au passage. Et en fait, finalement, on est venu baisser les abattements. Comme vous le voyez, finalement, dans mon tourisme classé, je passe de 50 à 30. Et dans mon tourisme classé en zone tendue, je passe, et là c'est massif, je passe de 71% à 30%. Je ne sais pas si vous mesurez, c'est-à-dire que sur une assiette de 100, en fait, au lieu d'avoir un abattement de 71% au régime micro et d'être imposé que sur le reste, sur mes 29, bah, finalement, maintenant, je vais pouvoir faire un abattement que de 30% et donc je vais être imposé sur 70, sur une base de 100. Donc, c'est massif parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, votre taux d'imposition, il peut aller jusqu'à 66,2%. Et donc, finalement, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais une fois qu'on s'est dit ça, que mon régime micro était plus si avantageux que ça? Donc, je vais répondre à cette question après. Deuxième chose, ici, on est venu aussi modifier le seuil avec cette loi de finances. Donc là, vous allez me dire, bah oui, d'accord, mademoiselle Giraudon, mais finalement, qu'est-ce que ça impacte les seuils? En fait, ça vous fait passer de facto, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, en fait, où vos recettes annuelles brutes, on avait un seuil à 77,7 pour les tourismes classés, à 188,7 pour les hors zone tendue ou zone tendue pour les tourismes classés. Et ben finalement, maintenant, on atteint 15% de recettes annuelles brutes. C'est-à-dire que pour être au régime micro, vous avez ce seuil-là qui est mis. Et là, vous allez me dire, OK, mais c'est pas très grave puisque demain, je peux être au régime réel. Bon, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, pas de problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu que le régime réel, il était avantageux parce qu'on avait justement cette charge fictive qui est l'amortissement où on pouvait amortir notre foncier, nos meubles et nos travaux. En revanche, ça c'est le point important, c'est que dans le projet de loi de finances, et ça c'est pas encore passé, c'est passé à l'Assemblée nationale et là c'est en cours au Sénat, c'est qu'aujourd'hui les amortissements pourraient être réintégrés dans l'imposition de la plus-value. Et donc en fait c'est là où finalement en changeant le seuil et en vous faisant passer de facto dans le régime réel, bah, demain, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale
que vous avez fait du meublé de tourisme et que vous voulez céder le bien, en fait, vous risquez d'être imposé sur la plus-value, en fait, sur la plus-value comptable, c'est-à-dire qu'on réintégrerait tous les amortissements. C'est pour ça que le gouvernement, en fait, est venu modifier, en fait, les seuils, parce que justement, il y a peut-être ça qui va passer. Donc ça, il faut surveiller ça de près, parce qu'il y a une vraie stratégie à mettre en place en termes de vente ou non, selon la location. J'espère que c'est clair. Je pense qu'il y a peut-être des questions sur ce point-là. Donc, pour résumer, Paris, vous êtes concerné par la ligne numéro 2 et la dernière ligne, tourisme classé. Vous vous souvenez que le tourisme classé, non classé, c'est là où il y a une petite différence au niveau de l'agrément. On refait un petit rappel sur le régime réel. Comme je vous l'ai dit, on a le loyer, moins les charges, moins les intérêts, moins l'amortissement, qui sont après, vous donnent une assiette taxable au BIC. Et donc là, on revient dans mon exemple chiffré. Donc là, c'est là où ça va être intéressant. J'ai pris le même exemple, hein, pour qu'on soit sur les mêmes bases. Donc toujours pareil, j'ai ma valeur d'achat à 120 000. Aujourd'hui, en 2023, j'ai 160 000 euros de valorisation. Mon loyer annuel hors charge, il est à 7 800. J'ai toujours mes taxes foncières à 1 000 euros, mes frais de gestion annuels à 1 560 et mes frais de compta à 600 euros net. Donc aujourd'hui, Monsieur Patrimoine, il a toujours déclaré en micro-BIC et il se demande si finalement le changement de règle va changer quelque chose. Quand j'ai changement de règle, vous vous souvenez, c'est l'abattement et c'est mes seuils. La réponse est oui. Donc, en fait, finalement, ce projet de loi, il est venu complètement, si je puis dire, annuler l'intérêt du micro. Parce que vous voyez, finalement, aujourd'hui, mon micro, mon net en poche, là où avant, j'avais un petit 4 000 euros, si j'arrondis au-dessus, le 3 800 au micro d'avant, ou au réel, finalement, j'ai 4 000 euros maintenant. Ben, finalement, avant, c'était un petit peu ISO. Sauf que maintenant, avec le nouveau taux et le nouveau seuil, on a bien un intérêt réel pour aller pour finalement faire du LMNP au réel. Et donc, c'est là où je vous disais, l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être demain, si le projet de loi de finances là passe, c'est-à-dire que vous voyez ma ligne numéro 3, donc là, les amortissements, là, les 3 733, c'est-à-dire que ces amortissements-là, si demain vous voulez vendre votre bien immobilier, ces amortissements-là peuvent être réintégrés dans la plus-value si la loi passe. Donc, c'est ici finalement où, pendant ma gestion, mon régime va être plutôt opportun parce que je vais pouvoir pratiquer un amortissement, mais à la cession, finalement, je vais être pénalisée et avoir une fiscalité qui va être assez importante. J'espère que c'est clair. Après, on aura peut-être les questions-réponses. Je fais un petit zoom quand même sur le statut LMP. Peut-être que ça parle à certains. C'est ce qu'on appelle le statut de loueur meublé professionnel. Donc, tout ce qu'on a dit avant, c'était quand vous étiez dans le cas LMNP, pardon, c'est-à-dire loueur meublé non professionnel. Vous avez un système en France qui fait que lorsque vous avez des recettes annuelles de la location meublée qui sont supérieures à 23 000 euros, c'est cumulatif, et qui constitue plus de 50% des recettes du foyer fiscal, vous basculez systématiquement en loueur meublé professionnel. Donc finalement, en termes de gestion, c'est toujours pareil. Vous n'allez pas avoir de grande incidence. En revanche, c'est demain, si vous revendez le bien immobilier, vous allez avoir un fort impact sur la plus-value immobilière en cas de revente du bien. Pourquoi? Parce qu'on va réintégrer de facto les amortissements et vous allez avoir différentes sortes de plus-value court terme ou long terme. Je me permets d'insister aussi sur les expatriés, donc c'est-à-dire ceux qui sont à l'étranger et qui ont des biens immobiliers en France. En fait, souvent, ils basculent de facto dans le régime LMP, puisque en fait, ils ont souvent cette seule source de revenus immobiliers en France. Et donc, en fait, souvent, on est au-delà des 23 000 euros. Bon, faut avoir fait déjà quelques années parce que on parle en chiffre d'affaires brut, les 23 000.
Comment Georges V, Immobilier et Culture Patrimoine peuvent vous accompagner? Donc, finalement, Lorraine, je te laisse la parole pour toi si tu veux. Oui, je te remercie. Georges V Immobilier, on peut vous accompagner sur les différents sujets. Comme le disait tout à l'heure Lucas en présentation, on s'occupe de façon très globale du patrimoine immobilier de nos clients. Donc, on fait aussi bien de la vente, de la location que de la gestion locative. Et pour tout autre accompagnement qu'on ne ferait pas, on a des partenaires de confiance, dont notamment Culture Patrimoine pour la gestion globale et financier et fiscal pardon, de tout votre immobilier. Je laisse maintenant Camille présenter Culture Patrimoine. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait chez Culture Patrimoine? Déjà, on pourra faire l'étude du passage en meublé et l'analyse des impacts fiscaux, que ce soit au niveau des flux ou en termes de plus-value. On peut faire aussi une étude complète patrimoniale et également, on fait tout ce qui est conseil en investissement financier et immobilier. Et nous, notre vocation, c'est effectivement de vous accompagner de manière patrimoniale sur le long terme. Je me permets d'insister ici, ce webinaire-là, on a fait un zoom. Déjà, on a remis les bases avec le projet de loi et ce qui était passé, ce qui allait peut-être demain être passé. Il y a probablement d'autres optimisations à faire si demain vous avez des SCI ou des SARL de famille. Voilà, je vous invite vivement à être conseillé pour ces points-là parce que ça peut considérablement améliorer la rentabilité de votre bien. Les clients nous demandent souvent combien ça coûte. L'étude d'un passage meublé, c'est 755 euros TTC et après, il y a à peu près 250-300 euros par bien supplémentaire. Et l'étude patrimoniale complète, c'est le plancher, c'est 1875 euros jusqu'à peu près 5000 euros et vous avez une décote parce que du coup, si vous prenez l'étude complète, pour nous, c'est beaucoup plus simple que de faire juste one shot sur une étude meublée. Lucas, je te relaisse la main. Ouais. Donc là, vous allez avoir un QR code que vous pouvez scanner directement sur votre écran ou alors un lien va vous être transmis dans le chat. Ce lien vous permet de compléter un questionnaire. Ce questionnaire va vous permettre d'évaluer cette présentation et cette partie-là va nous permettre à nous de pouvoir nous améliorer de présentation en présentation. Et il y a une deuxième partie qui va être le fait de demander euh, les slides et qu'on vous envoie aussi l'enregistrement de cette présentation. Et enfin, il y a une petite question qui demande si vous souhaitez être recontacté. Donc nous, on vous conseille de cocher cette case parce que ça vous permet de faire un rendez-vous, un premier rendez-vous d'1 heure qui n'engage à rien et qui permet de faire une sorte de rapide audit sur votre patrimoine, de voir les différents éléments. Et donc là, aujourd'hui, c'était un webinaire qui était consacré spécialement à la location meublée touristique et de courte durée. Mais avec Culture Patrimoine, nous avons un spectre beaucoup plus large de compétences et nous pouvons aller voir les différents aspects de votre patrimoine pas uniquement cet aspect présenté aujourd'hui. Souvent, lorsqu'on réalise des audits, les clients arrivent en pensant que leur patrimoine est déjà diversifié ou n'ont pas forcément une bonne visibilité sur leur patrimoine. Et nous, notre mission, c'est déjà de donner de la visibilité dessus et de trouver des petites pépites qui peuvent représenter des milliers ou des dizaines de milliers d'euros parfois, rien qu'avec des changements. Donc là, vu aujourd'hui avec le passage en meublé, ça peut représenter des gains très importants et il y a d'autres possibilités là-dessus. Donc là, on va vous laisser quelques instants pour pouvoir compléter ce questionnaire et après, on reprendra la main pour pouvoir répondre à vos questions et vous pourrez vous démuter pour poser vos questions directement à l'oral. Ça sera plus sympathique que par le chat. Merci Lucas. C'est très important pour nous, le feedback form, ça nous permet de nous améliorer pour demain. Merci beaucoup. Lucas, je ne sais pas si tu peux démuter les gens ou si c'est aux personnes de démuter les gens pour les questions-réponses. Non, on n'a pas la possibilité de vous démuter, donc n'hésitez pas vous à vous démuter et à poser vos questions. Ok. Hop,
La première question est souvent la plus difficile. Vous poser une question. Allez-y, je vous en prie. Oui, je voulais savoir comment mettre un terme à un loyer meublé par le bailleur. Alors Ok. ça va être moi qui vais répondre à la question. Euh, Ça dépend si c'est une location meublée ou location. Là, vous parlez d'une location nue, j'imagine, pour pouvoir changer. Il faudrait voir quel type de contrat de location c'est, si c'est une résidence principale, si c'est une location bail code civil. Je pourrais vous répondre plus précisément en fonction du bail et en fonction de la date d'anniversaire, il y aura différents préavis. Est-ce qu'il faut justifier ou si les clauses du contrat prévoient de prévenir 3 mois à l'avance, on peut le faire sans avoir à donner une explication? Si, tout à fait, il faut justifier, oui, tout à fait. Et c'est là où il faut être parfois un petit peu créatif parce que on n'a pas toujours juste la possibilité de cesser un bail sans raison, surtout en résidence principale. C'est pour ça qu'il faudrait voir un petit peu plus précisément la nature du contrat. Ok. Oui, une petite question. Quand on est dans une logique de vente, on signe le compromis, on n'a pas signé l'acte authentique. Est-ce qu'on peut faire de la location meublée pour les Jeux Olympiques? Tant que vous êtes propriétaire de votre logement, vous pouvez le mettre en location. Il n'y a absolument aucun problème. Après, il faut juste répondre aux conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Oui, Ok, tout à fait. Mhm. merci. Je vous en prie. Il y a une question sur les amortissements. Je me permets juste de préciser, peut-on amortir 365 jours si on ne loue pas 120 jours? Donc, dans le cas d'une résidence principale, effectivement, c'est seulement sur 120 jours. En revanche, si demain vous êtes dans un appartement locatif, vous devez, il y a deux options. Il y a la première option où vous pouvez amortir sur l'intégralité de l'année, ce qui va finalement venir faire gonfler votre charge comptable, la ligne amortissement. En revanche, vous devez prouver que vous avez bien mis à disposition le bien pendant toute la durée de l'année et que ce n'était pas dépendant de votre fait que le bien n'a pas été loué. Parce que du coup, de facto, si vous arrivez à prouver que vous avez bien essayé de louer toute l'année, vous pouvez amortir sur toute l'année. Euh, donc après, si vous voulez vraiment la jouer sécurisée, ça dépend aussi de, de comment vous voyez les choses. Mais si vous voulez la jouer sécurisée, vous ne faites que de la proratisation sur l'amortissement, que ce soit sur le foncier, les meubles ou les travaux. C'est toujours la même personne qui a posé la question sur le compromis et l'acte authentique. Dans l'hypothèse où entre le compromis et l'acte authentique, on prenne une résidence principale, puisqu'on doit déménager pour laisser la place au futur propriétaire, Oui. la résidence, la location qu'on va faire, elle est principale ou secondaire? Vous pouvez considérer qu'elle est toujours principale. Effectivement, vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez déjà emménagé dans votre résidence principale future. Quand vous dites on n'est pas obligé de le dire aux impôts. Voilà, quand vous faites comme si vous aviez emménagé à la signature du compromis dans votre appartement, qui est votre nouvel appartement. Comme ça, on peut considérer fiscalement et juridiquement que votre appartement résidence principale est celui que vous vendez. Ok, donc dit autrement, dans la continuité de ce que vous dites, Mhm. le nouvel appartement que je prends, qui va devenir ma future résidence principale après la vente, Oui. ça c'est considéré comme une résidence secondaire. À ce moment-là, ça dépend. Non, non, mais je pense que ça sera enfin, la nouvelle va être considérée comme résidence principale Mais dans ce de toute cas-là, manière. C'est juste sur la temporalité, en fait, sur un laps de temps entre le compromis et l'acte de vente définitif, vous allez avoir quoi, 2 ou 3 mois après l'administration. Oui, allez-y. prenons le cas de figure qu'à partir du Ouais. 15 juillet, je loue un appartement qui n'est donc plus ma résidence. Voilà, je loue un appartement parce que je ne suis plus dans ma résidence principale. J'ai une question, excusez-moi, pour comprendre la phrase que vous allez dire. Oui. Vous avez déjà acheté votre future résidence principale à ce stade-là, au moment où vous vendez, c'est ça? Alors, je ne vais pas faire un cas particulier mais les gens profitent quand même. Alors, je vous explique. Compromis, on va partir sur des dates fictives, mais qui sont quasi réelles.
compromis de vente de la résidence principale, mars, juillet, prise d'une location, acte authentique de vente, septembre, après les Olympiques. Entre guillemets, je profite de la période des Olympiques pour mettre en location l'appartement que je vends en septembre. Je ne sais pas si c'était clair. Tout à Et fait. et en parallèle de ça, je vends ma résidence principale pour acheter une nouvelle résidence principale et je signe un compromis. Voilà, c'est en cascade. Je vends et Ouais, je j'achète. vois. Et dans Alors ce cas déjà, de figure, ouais, la question, déjà, elle est très pertinente et vous êtes justement dans le cas de vous expliquez le cas de figure de beaucoup de personnes, de beaucoup de nos clients qui, justement, ce que j'expliquais au tout début, repoussent leur projet de vente pour justement profiter de louer. Camille, tu m'interromps si Oui, si vas-y. je dis pas les bonnes choses, mais je pense que justement, quand vous êtes entre deux résidences principales, le flou existe et vous pouvez tout à fait justifier que votre résidence principale, même si vous avez fait une nouvelle acquisition, même si le compromis a été signé et que l'acte authentique a été signé également, tant que vous n'avez pas vendu votre résidence principale, rien n'explique que ce n'est pas votre résidence principale jusqu'à la signature de la vente de cet appartement qui est votre ancien logement résidence principale. Oui. Camille, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, si, moi je suis d'accord parce qu'après vous pouvez très bien justifier en disant bah voilà, je prenais une location temporaire et après c'est simplement il faut bien que vous respectiez les 120 jours de loc, oui, les 120 jours de ouais. loc, faut que vous fassiez l'enregistrement, mais moi je vois pas de contrainte là-dessus parce qu'en fait c'est assez justifiable. Vous vendez l'appartement. Il y a le compromis qui est signé. Demain, vous en rachetez un autre. Bon, bah, il y a un laps de temps, vous avez une nouvelle loc. Bon, bah, après, c'est vrai que. Oui, si vous avez deux résidences principales en même temps, finalement, parce que la réalité, elle est là et Mm. c'est juste comme dit Camille, c'est une temporalité, mais il n'y a pas de. Justement, ça serait difficile de prouver l'inverse parce que vous pouvez vous défendre. Peut-être que vous pouvez également faire attention à ne pas, par exemple, déjà faire redistribuer vos courriers dans votre nouvelle adresse, mais garder jusqu'à la signature de l'acte authentique tous vos courriers à l'ancienne adresse Ouais. et bien garder les factures d'électricité à votre nom, etc. Et fiscalement être sûr de voilà fiscalement juridiquement être sûr que ce soit bien votre résidence principale jusqu'à l'acte authentique. Et là je vois pas comment quelqu'un qui viendrait checker pourrait dire autrement, surtout si cet appartement ça fait déjà plus de 8 mois que c'est votre résidence principale dans cette même année fiscale. Il n'y a aucune raison qu'on vienne vous dire que pour les 3 derniers mois ça ne l'était pas, même si vous étiez propriétaire en parallèle d'un autre appartement. Ok, de toute façon, le seul risque identifié aujourd'hui, c'est une requalification par les impôts. Encore faut-il que je sache. Euh, Il y a Oui, tout plusieurs à risques. fait. Oui, c'est Ouais, ça, c'est ça. Oui, mais oui, c'est fiscal. ça. C'est que finalement, le risque, il est Il est pas financier. énorme, en fait. Oui, il est là, dans ce cas-là. Ouais. Mm. Ok, merci. Là, je vois, je vais répondre à quelqu'un. Là, j'ai un appartement à LMNP, je vis à l'étranger, je comprends que je ne peux pas le louer sur Airbnb pour les JO. Donc, déjà, première question, est-ce que le bien, il est vacant ou pas, ou est-ce qu'il est juste loué, ou est-ce qu'il est déjà loué? Donc, déjà, pour répondre à la question, si vous pouvez louer sur Airbnb, en revanche, effectivement, il faut que vous soyez faut que vous fassiez les démarches administratives, hein. Donc, faire en sorte que la copro, ça soit OK, que le règlement de copro n'interdise pas, que vous ayez le numéro d'enregistrement. Euh, Et il faut par contre que ce soit un meublé touristique, hein. Donc ouais. ça va être le point à mon avis. C'est pour ça qu'on a dit que cette personne dit qu'elle peut pas le faire si elle comprend bien. Donc effectivement, si vous rentrez pas dans l'intégralité des cases, donc c'est celle que je viens de citer qui à mon sens est la plus difficile à obtenir. Enfin, vous ne l'avez pas déjà a priori, ça nécessiterait des démarches. Oui, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas faire de la location saisonnière juste comme ça, si je puis dire. Il faudrait faire des démarches ou alors on avait évoqué la solution de mettre un locataire en résidence principale qui lui sous-loue parce que sinon, effectivement, vous rentrez dans aucune case pour pouvoir louer. À savoir que les règles, effectivement, à Paris sont quand même très strictes. C'est pour ça qu'on a mis en évidence toutes les différentes possibilités et les solutions un petit peu plus créatives. Oui, c'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Et après, j'ai revendu ma résidence principale à ma SARL de famille et je me loue à moi-même ma RP. OK. Est-ce que je suis soumise à droit de compensation ou est-ce valable que pour les locations saisonnières? Alors, attendez.
Je suis pas sûre d'avoir compris la J'ai question. revendu, ouais, attends, j'ai revendu ma résidence principale. Est-ce que la personne qui a écrit cette... Ah, vous n'arrivez pas à activer le micro, décidément. Alors, de toute façon, si c'est pas pour mettre en location sur Airbnb ou autre site similaire en courte durée, il n'y a pas besoin de numéro d'enregistrement. Si toutefois c'était ça la question, j'apporte cette réponse-là. Mais en fait, c'est juste que comme il y a une société entre, Ah, entre ok. monsieur et en fait, comme il ne détient pas en direct, il détient via une SARL de famille, c'est juste se dire est-ce que, il y a un droit de compensation? Donc là, la question qu'il faut se poser, Yep. c'est la SARL de famille, est-ce qu'elle est à l'IR ou à l'IS? Parce que si elle est à l'IR, bah, vous avez les mêmes civilement, vous êtes assujetti entre guillemets aux mêmes obligations que les particuliers. Et si elle est à l'IS, en revanche, c'est différent. C'est pour ça que tout à l'heure, en fin de webinaire, je disais quand vous avez des sociétés, en fonction de si c'est à l'IR ou à l'impôt sur les sociétés, les conditions sont différentes. Mais là, si votre résidence, elle est, si votre SARL de famille, elle est à l'IR, je pense que c'est le cas. Vous êtes assujetti, oui, au droit de compensation, ouais. Non, non, non. Il y a pas mal de questions. Lucas, est-ce qu'il y a des questions qui sont revenues de manière générale pour qu'on y réponde? Parce que là, il y a pas mal de questions, on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde. Euh, Lucas? Ok. Je ne sais pas si on nous entend. Ouais, Euh, donc y a-t-il désormais des contraintes DPE pour les locations touristiques classées et non classées? Non, pour l'instant, tout ce qui est diagnostic énergétique ne concerne que la résidence principale pour l'instant. Effectivement, c'est quelque chose qui risque d'arriver pour les locations résidences secondaires, les logements de fonction et la location courte durée. Mhm. Ok, et là je vois micro réel. Est-ce que j'ai besoin d'un numéro de tiret pour faire de la location saisonnière si je ne dépasse pas les 23K de chiffre d'affaires? La réponse est oui, vous avez besoin d'un numéro de siret parce qu'en plus, de facto, si vous dépassez les 23K de CA, comme on l'a vu maintenant, vous êtes au-dessus des seuils et vous êtes au réel. Donc au réel, vous êtes obligé d'avoir un numéro de siret et au micro, l'administration vous le demande aussi. Donc ça, c'est quoi, hein? C'est juste une démarche administrative, ça ne vous prend pas très longtemps, faites-le. Vous m'entendez? Oui, J'ai appelé l'URSSAF et notamment, ils m'ont dit que non, j'avais absolument pas besoin d'un SIRET, pour si je dépassais pas les 23 000 et la question, qui suit, c'est pourquoi je les appelais, c'est que j'ai déjà une micro avec une autre activité. Donc comment je vais créer un numéro de SIRET si j'ai déjà un numéro de SIRET pour autre chose? Donc je comprends pas trop le processus. oui, oui, c'est parce que, non, mais c'est une question intéressante, c'est parce que là, on a traité effectivement la fiscalité, donc, mais vous, sur l'URSSAF, en fait, on est au niveau des charges sociales, donc c'est tout ce qu'on appelle charges SSI, qui est anciennement le RSI. Donc, effectivement, pour l'URSSAF, c'est différent, madame, hein, au niveau, mais pour l'administration fiscale française, c'est différent de l'URSSAF. Vous devez avoir le numéro tiré quand vous faites la déclaration d'impôt, vous devez l'avoir. Et après, si vous avez une deuxième activité, bah, ça, faudrait regarder parce que ça, pour le coup, j'ai pas la réponse, mais normalement, vous pouvez avoir plusieurs activités différentes. Le seul point où vous devez être vigilante, madame, c'est que vous avez des régimes micro, je ne sais pas si vous êtes micro-entrepreneur, etc. Mais parfois, vous pouvez être donc micro, comme on a vu là, immobilier. Vous pouvez être aussi au micro-social si vous avez une activité à côté. Et donc, le fait d'avoir une activité supplémentaire à côté va vous faire, si je puis dire, péter le plafond. Et donc, en fait, vous allez tout de suite payer beaucoup plus de cotisations URSSAF. Donc, c'est pour ça il faut faire attention. Et c'est pour ça que l'URSSAF vous a dit que ce n'était pas nécessaire, parce qu'à mon avis, il a considéré que c'était la même activité. Mais pour moi, c'est deux activités distinctes. Il faut juste vérifier que ça ne vous fasse pas enlever votre micro-social, en fait. Je pense que c'est ça le point. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai réussi à réactiver mon micro. Je suis le monsieur qui a posé la question sur le droit de compensation. Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait racheter une surface équivalente à la surface initiale s'il y a un changement de nature. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots. Ici, c'est ça. Euh,
Donc là, dans le cadre du montage résidence principale revendue à une SARL de famille, ce que vous dites, c'est qu'il faut que je rachète un local commercial que je transforme en local d'habitation. Oui, c'est Exactement. oui, ouais, c'est ça, monsieur. Ouais. En fait, on manque de logements à Paris et donc du coup, Paris considère que si on leur prend un logement pour en faire une activité commerciale, parce qu'on a vu que le Airbnb, le meublé touristique, c'est du commercial, dans ces cas-là, il faut qu'on leur restitue un bien commercial en habitation. Et comme disait Camille, on peut aussi le système de doublé où effectivement, il y a même des quartiers où on manque tellement de logements qui demandent le double de compensation. D'accord, mais ça ne vaut que pour le meublé touristique et pas pour la location meublée. Tout à fait. D'accord, ok. Enfin, il n'y a pas d'histoire de commercialité de meublé touristique, donc pas de compensation pour le meublé traditionnel, puisque Oui. justement, ça reste de l'habitation. Ok, ça marche. Même s'il y a 120 jours de location saisonnière. C'est-à-dire que vous cumulez 120 Oui. jours de location saisonnière. Il Avec la résidence principale, par exemple. n'y a pas besoin de compensation dans la résidence principale pour louer 120 jours par an, si c'était ça la question. Ok, ça marche. Merci. Avec plaisir. Je reviens sur une information que vous avez déjà donnée probablement. Si on a des revenus supérieurs, dans le cas des Jeux Olympiques, supérieurs à 23 000 euros, nécessairement, on passe en LMP, donc meublé professionnel, qui nécessite la création d'un SIRET. Alors, il y a deux choses. Donc, déjà, le 23 000 euros, c'est recette brute annuelle, d'accord? Donc, c'est pas, donc ça, c'est le premier point. Et donc, vous, votre question, monsieur, c'est de se dire, est-ce que je bascule de facto en loueur meublé professionnel si je dépasse mes 23 000 euros? La réponse est non. Il y a deux critères, monsieur. Il y a le critère de 23 000 euros et il y a le critère de si ça constitue plus de 50% des revenus de votre foyer fiscal. C'est-à-dire que demain, vous êtes salarié, vous gagnez, je ne sais pas, vous gagnez 100 000 euros. Ben, si vous avez des recettes de 25 000 euros, vous voyez que ça ne fait pas les 25 ça fait pas plus de 50%. Donc, vous n'êtes pas en LMP, vous n'êtes pas, pardon, en LMP. Et si on a déjà des revenus locatifs, ça vient s'ajouter aux revenus complémentaires des Jeux Olympiques. Et si j'ai des revenus locatifs, ça vient s'ajouter aux revenus. Si c'est S'ils des sont en revenus meublé. de même nature, oui. Non, c'est pas des meublés, c'est location nue, donc on ne rentre pas dans ce cas de figure. Non, ça ne rentre pas dans ce cas de figure, non. Ok, donc inférieur à 50%, j'ai pas la peine de déclarer en LMP. C'est pas la Je peine de déclare- déclarer. C'est que vous louez en location nue, monsieur, ou location meublée? Pour les Olympiques en meublé, oui. Ouais. Mais vous dites Et- que le reste de ce que vous louez est en location nue, donc Oui. en fonction du calcul, effectivement, il est possible que vous basculiez pas en LMP, si j'ai bien compris. Ben, c'est la question que je pose. J'ai des revenus locatifs aujourd'hui de 30. Ouais. Je prends l'hypothèse que vous avez citée. J'ai 30 de revenus locatifs aujourd'hui. Oui. On part sur une base de 100 000 euros revenus Revenu salarié ou revenus revenu. salariés, voilà. Ouais. Et je fais 40, par exemple, de revenus locatifs Jeux Olympiques. 30 plus 40, ça fait 70. Je passe en LMP? Non. Non. Puisque mes revenus locatifs de 30 sont des revenus location nue, je ne rentre pas dans ce cas de figure-là. Vous ne rentrez pas dans ce cas de figure. Et en plus de ça, monsieur, il y a quand même un point là. Je dis, il ne faut pas dépasser les 23 000 euros. Mais les 23 000 euros, ça veut dire que vous êtes en positif. Parce que normalement, quand vous êtes en LMNP, vous êtes en négatif comme vous pratiquez l'amortissement. Donc, cette question-là, elle vient plus tard et c'est surtout pour les expatriés aussi. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, vous l'êtes. Mais, moi, je remets dans mon cas de figure personnel. Oui, non, mais pour répondre à votre question, Ouais, vous non, c'est clair, c'est n'êtes clair. pas LMP. Donc, je dois faire le calcul. Dit autrement, je dois quand même être vigilant aujourd'hui. Si les revenus locatifs Jeux Olympiques de ma résidence principale en meublé sont supérieurs à la moitié de mes revenus salariés, Oui, au foyer fiscal. Hein. Je ne sais pas si vous avez une épouse ou un au foyer époux, fiscal, mais au foyer fiscal. là j'ai les deux conditions. Supérieur à 23, supérieur à 50%, je dois créer un SIRET. Oui, enfin, de facto, vous devez créer un SIRET de toute façon, de manière générale, quand vous faites un meublé. Et après, je veux dire, on s'en fiche un petit peu que vous soyez LMP, vous voyez, parce qu'en fait, si demain, vous n'avez pas de projet de revente, bon, ben, c'est pas grave. Je veux dire, c'est simplement si demain, vous voulez revendre le bien immobilier, c'est que souvent, j'ai des clients qui viennent me voir et qui sont LMP.
et qui en fait veulent revendre leurs biens immobiliers. Et donc en fait là, ils se font vraiment allumer par les impôts parce qu'en fait, il y a beaucoup de fiscalité. Mais si demain vous dites, bah, en fait, ce bien-là, il a vocation à rester ma résidence principale ou à être loué et je ne veux pas le revendre avant une dizaine d'années, il n'y a pas de sujet hein, à être LMP à un moment donné. Je ne sais pas si je suis claire. Si, mais je note quand même dans ce que vous venez de dire, c'est que par précaution, vaut mieux que je crée un SIRET quand même? Non. Oui, bah faites-le, oui. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais à madame, c'est-à-dire que ce soit dans le micro, dans le réel, quand vous faites votre déclaration fiscale, vous devez mettre les numéros de SIRET, etc. Et c'est une opération simple de créer un numéro de SIRET? Oui, c'est Oui, juste tout une... à fait. C'est juste une formalité administrative. Après, vous recevez au SIE. Vous recevez un papier du SIE en vous disant que vous êtes bien enregistré, que vous avez bien le numéro de SIRET. Et en plus de ça, je vous conseille de le faire parce qu'il y a ce qu'on appelle la CFE. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cotisation foncière des entreprises. Et il vaut mieux avoir fait le SIRET dès la première année parce que s'il y a quelque chose à payer en plus, vous le payez dès le départ. Vous n'avez pas de rattrapage. CFE, c'est cotisation foncière des entreprises. Ok, mais si je prends la décision d'avoir, encore une fois, j'insiste un peu, mais si je prends la décision que mes revenus fonciers, Jeux Olympiques, de ma résidence principale, meublée donc, sont nécessairement inférieurs à la moitié de mes revenus salariés, je rentre pas dans cette catégorie-là et j'ai pas toutes ces démarches à faire. Non, parce que enfin, vous pouvez louer en location, vous n'êtes pas obligé de faire le numéro de SIRET, mais moi, nous, on vous le recommande avec Lorraine Soulian. Parce qu'après, si demain vous avez vocation à le relouer, etc., s'il y a la CFE qui vous est appelée, c'est mieux. Mais après, ça dépend si vous le louez vous le Ben, louez en c'est la meublé même ou pas. personne qui a posé le cas de Vous le- figure tout à l'heure de la vente compromis en mars avec une vente en septembre. Donc, voilà, donc je suis dans ce cas de figure-là Ah, où là, bah, c'est le hasard, la coïncidence où je vends mon appartement et dans ce cas-là, je profite du mois Moi, ma d'août aussi. préconisation, c'est de le faire, monsieur, parce que pour éviter, c'est de le faire, pour éviter une amende ou quoi que ce soit. Je veux dire, Ça coûte rien, hein. ça ne fait rien, c'est juste une formalité administrative, c'est un numéro d'entreprise, hein. C'est pour que vous soyez référencé. C'est juste que l'administration fiscale et le gouvernement, ils veulent avoir la référence de toutes les activités commerciales. Donc, faites-le, je veux dire, ça prend vraiment pas longtemps. Vous faites la démarche en ligne et vous recevez le courrier sous 15 jours et voilà. Ok, c'est clair, merci. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ou pas, Lucas? Enfin, il y en a, mais je pense que c'est là, je pense qu'il y en Ouais. a un Il y a peu pas mal de beaucoup. Là, questions j'ai qui prêt. arrivent d'un coup là, dans le chat. Ouais. Euh, Sinon, ce qu'on peut faire, c'est, je vous invite dans le jot form à demander à être recontacté. Ça permettra de réévoquer ces sujets, parce que souvent, c'est des sujets qui vont être personnels et donc qui nécessitent, et avec chacune des particularités, qu'on s'attarde vraiment sur le cas de chacun. Donc, le plus simple, c'est vraiment de demander un rendez-vous pour qu'on puisse réévoquer et revenir sur les différents éléments. Excusez, allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, excusez-moi, je n'arrivais pas à activer le micro. Peut-être une dernière question. Est-ce que j'ai bien compris dans votre arborescence que quand on était dans une ville inférieure à 200 000 habitants et qu'on était en mesure donc de louer aux Jeux Olympiques des chambres d'une résidence principale, on n'avait pas à faire le changement d'usage et l'enregistrement? Exactement, quand ça constitue votre résidence principale et que vous louez uniquement à la chambre. Alors attendez, la question c'était est-ce qu'on doit faire le changement d'usage? Non, du coup, ouais, exactement, on n'a pas besoin de le faire, le changement d'usage. Ni Le l'enregistrement à numéro la mairie? d'enregistrement de mémoire, il faut. De mémoire, il Non. faut. Je suis pas je précise que je ne suis pas 100% sûre de ma réponse, mais de mémoire, il faut. Non, mais c'est bien D'accord. de le faire. Comme ça, la mairie, en fait, elle a une traçabilité. C'est bien de le faire. Parce qu'après, sinon, sinon, après, vous recevez des courriers, vous êtes en retard. À partir du moment où vous voulez louer, faites-le. Nous, c'est notre préconisation, c'est d'être nickel sur le formalisme. Il y a après, sur la fiscalité, c'est un autre débat, et sur l'URSSAF aussi, mais sur le formalisme, hein, est-ce que j'ai mon numéro d'enregistrement? Attention, un numéro d'enregistrement, ce n'est pas un numéro de SIRET, hein, je me permets de préciser. Donc, numéro d'enregistrement auprès de la mairie et après le numéro de SIRET
pour le SIE, quoi, le service des impôts des entreprises. Oui, tout à fait. Sur les sites comme Abritel, le numéro d'enregistrement est obligatoire maintenant. Effectivement, c'est un bon point, madame, qu'on n'a pas rementionné. Mais si vous voulez louer via Booking, Airbnb, il vous demande ce numéro d'enregistrement. Donc, ce n'est pas le Donc, numéro ça répond à la national. question du coup, Ouais, effectivement, de madame. Et on peut le faire en ligne avec la mairie, ce numéro d'enregistrement, ou ça dépend des mairies, où il y a un Oui. système central? Vous avez un système de téléservice, madame, en ligne, qui a été mis en place par Paris. Donc, je ne sais pas où vous êtes, mais sinon, je pense que vous pouvez avoir un accès en ligne ou vous passez un coup de fil à la mairie. Mais normalement, ils ont un accès Internet, ouais. Parce qu'il y a D'accord. de plus en plus de demandes. Et sinon, vous passez à la mairie directement. Mais je pense qu'il y a un point Internet. Et pour sortir des Jeux Olympiques, dans une location nue que vous faites, pour laquelle vous avez fait des travaux, donc créer du déficit, si vous n'avez pas utilisé tout votre déficit et que vous vendez le bien, est-ce que le report que vous avez, vous pouvez l'utiliser les années postérieures sur d'autres biens où vous perdez votre déficit reportable sur le bien qui a été vendu et pour lequel vous avez fait des travaux? Ah bah oui, vous perdez les déficits. Oui, à partir du moment où les déficits, même s'ils n'ont pas, donc les déficits qui ne sont pas imputés, si à partir du moment où vous vendez le bien, ah non, mais c'est en fait, non, pas du tout. Il faudrait vérifier ce point, c'est une bonne question. Non, je vois le point. Les déficits non imputés, est-ce que si vous vendez le bien, ils sont maintenus ou pas? Je vérifierai le point, madame. Je vous ferai un mail. Vous êtes madame? Erlin. Erlin, ok, c'est noté. Merci, madame. Je crois qu'on va s'arrêter ici parce que là, on dépasse un petit peu le créneau. En tout cas, merci pour vos questions et réponses. C'était très enrichissant. Et n'hésitez pas à nous recontacter si vous le souhaitez. Merci à tous. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.